Bonjour à tous et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, on vous parle des médersa mérinides de la ville de Fès. Les madrasas, à la fois lieu de culte et d'enseignement religieux, pourraient être à elles seules le thème d'un circuit dans la Médina, tant elles sont nombreuses et remarquables. Au nord, les madrasas Msbahiya, Attarin, Sfarin et Sharatin. À l'ouest, la madrasa Bou'naniya et à l'est, la madrasa Shrij, non loin de la mosquée des Andalous. Certaines d'entre elles ont déjà été restaurées, d'autres font toujours l'objet de travaux pour sauvegarder un patrimoine d'une richesse inouïe. Pour parler de ces madrasas, particulièrement celles fondées par les Mérinides, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Mounir Aqsbi, professeur d'histoire et d'archéologie à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah et ex-inspecteur des monuments historiques à Fès. Bonjour Monsieur Aqsbi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, tout d'abord, quelle est l'histoire de la fondation des madrasas mérinides ? La médersa, en tant qu'institution officielle, est apparue au Maroc dès le XIIe siècle, comme le signalent les sources historiques, et notamment à la ville de Fès, fameux centre culturel et scientifique. Et ce, avec la médersa Sabirin, aujourd'hui disparue. À la fin du XIIIe siècle, le souverain mérinide Abou Youssouf Yaqoub fonda la madrasa Sfarin, appelée au départ l'Halfawiyin. Donc c'était la première médersa toujours debout aujourd'hui. On parle de la plus ancienne médersa mérinide de Fès et du Maroc, toujours là, c'est la médersa Sfarin. Donc environ 70 ans plus tard, Fès fut dotée de 7 autres médersas, dont la dernière et la plus grande est la Bou'naniya, construite en 1355. Donc on peut citer parmi les médersas mérinides, l'Attarin, comme vous l'avez déjà dit, le Msbahiya, Shrij, Sbaïn et autres, et qui sont toutes considérées comme des chefs-d'œuvre d'architecture religieuse marocaine de l'ère médiévale. Donc là, il s'agit bien d'un établissement, comme je l'ai dit, officiel, destiné à l'enseignement. Donc l'enseignement principal s'effectuait à l'Qarawiyin, mais il y avait des cours supplémentaires qui se donnaient sur place pour les étudiants. Donc c'est un établissement destiné à l'enseignement, à la prise en charge et à l'hébergement des étudiants venant de toutes parts à l'université Qarawiyin. Donc avec les Mérinides, on a décidé de réserver un lieu, des médersas, pour héberger ces étudiants et surtout les étudiants brillants. Donc on leur donnait des chambres dans ces médersas. L'édification de ce nombre important de médersas sous cette dynastie, avec les Mérinides, ça pose une question. Pourquoi ce nombre ? Donc cela est justifié par une grande volonté de la part des Mérinides pour former une élite malikite d'une part, et renouer de bonnes relations avec les grands savants ulama de la Qarawiyin d'autre part. Donc au départ, les relations entre les ulama et les Mérinides n'étaient pas bien. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Mérinides ont décidé de construire une ville tout entière bien loin à l'ouest de Fès el-Bali qui est appelée Fès Jadid. Donc après, ils ont essayé de renouer de bonnes relations et la preuve en est la construction de ce nombre de médersas. Donc afin d'assurer leur bon fonctionnement, une série de biens waqf, mamortes, bains, fours, moulins, magasins, ateliers, ce qu'on appelle graz, aux mêmes maisons et terrains agricoles ont été mis au profit de ces médersas. Je m'explique. C'est-à-dire, les revenus de ces biens waqf étaient destinés à assurer l'entretien et la gestion des médersas. Et à ce propos, on voit encore des inscriptions faites en main placées dans la salle de prière de certaines médersas comme Al-Msbahiya, Al-Shrij ou Al-Attarin, où figurent leurs biens waqf. Donc voilà. Donc il y a un nombre de bâtiments dont les revenus sont destinés au bon fonctionnement de ces médersas. Et quelles sont les spécificités des madrasas mérinides d'un point de vue architectural ? Pour parler de ce sujet, on peut citer comme exemple, donc c'est le meilleur exemple, j'estime, de la médersa Bou'naniya. Cette médersa, puisque c'était la dernière, donc toutes les formes, même le plan, elle est très très significative. Donc cette médersa qui se trouve un peu loin du centre de la ville, vers l'ouest, sur l'avenue Tal'a Kbira, elle se présente à l'encontre des autres médersas comme un complexe. Donc voilà, on est là devant une évolution de la notion médersa, d'un simple établissement d'hébergement à un complexe composé d'une grande salle de prière, de dizaines de chambres presque uniformes
réparties sur le rez-de-chaussée et sur les 2 étages, donnant sur un patio à ciel ouvert, d'un grand minaret, et ça c'est une particularité bouanania, d'un grand minaret bien orné de zlige, et d'une grande salle d'ablution et d'une horloge hydraulique. Oui. La Bouanania se distingue par l'existence de 2 grandes salles au niveau du rez-de-chaussée, et ça, c'est une particularité de la Bouanania. Le fait d'être doté de 2 grandes salles au niveau du rez-de-chaussée, on ne trouve pas ça dans les autres médersas mérinides. Et il servait à donner des cours supplémentaires pour les étudiants, puisque le Bouanania se trouve un petit peu loin de la Qarawiyyin. Donc cette fameuse médersa est très fascinante, étant donné le haut degré de raffinement et de finesse, et bien entendu la richesse qu'elle détient au niveau de toutes sortes de décors. Donc là, on parle de décors floraux, géométriques, calligraphiques, s'étalant sur des supports variés, sur le stuc, faïence, marbre et même le bois. Donc en effet, toutes les façades intérieures sont remplies de décorations. Donc il n'y a pas de vide, tout est décoré. Cette décoration qui s'organise suivant une hiérarchie très bien étudiée. On peut dire que la Bouanania, comme l'affirment beaucoup de spécialistes d'histoire de l'art, est un registre de toutes les formes décoratives apparues vers la fin de l'époque médiévale, qui sont le fruit de plusieurs courants et influences entre le Maroc et l'Andalous. Pour la petite histoire, cette médersa a nécessité une grande somme d'argent pour sa construction, qui a provoqué la colère du souverain Abou Inan au départ. Mais lorsqu'il est venu l'inaugurer, a dit son vers de poème très connu, et d'ailleurs il est incisé sur un de ses murs. Donc il a dit لا بأس بالغالي إذا قيل حسن ليس لما قرت به العين ثمنه. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prix pour ce joyau d'architecture. Et c'est comme ça que le souverain mérinide a exprimé son admiration à cette médersa. Alors vous avez parlé de l'horloge hydraulique de l'Madrasa Al-Bouanania. Vous pouvez nous en parler un peu plus de cette œuvre unique? Oui, bien sûr. Ça, c'est un édifice très particulier, exceptionnel, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans d'autres villes. L'horloge hydraulique de la Bouanania n'est pas la première, il y en a bien d'autres. Il y a une dans la mosquée Qarawiyyin, il y a d'autres horloges, mais celle-là, on peut dire qu'avec l'horloge Bouanania, on est dans l'apogée de cette technicité, de cette ingénierie concernant la mesure du temps. Et donc il s'agit de l'horloge monumentale qui subsiste en face de la médersa Bouanania, qui est un chef-d'œuvre technique et artistique. L'auteur Al-Jazna'i, c'est un chroniqueur historique, Jazna'i, qui écrit vers 1366, décrit une horloge avec une série de timbres en cuivre jaune. Et à chaque heure, un poids tombait dans une des coupes en même temps qu'une fenêtre s'ouvrait. Donc c'est un système ingénieux avec lequel cette horloge fonctionnait. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que la façade donnant sur la voie publique et qui se composait de 13 cuvettes fixées sur des consoles en cèdre sculptées. Elle était surmontée d'une série de 13 fenêtres. Chaque timbre accueillit un poids métallique descendant à l'extrémité d'un fil, passant à travers des trous percés dans les consoles supportant ces cuvettes. Donc le fil portant le poids devait absolument être mis en mouvement par le dispositif technique placé derrière, et dont on n'en garde malheureusement aucune trace. Donc ce mécanisme compliqué utilisait le principe du flotteur afin d'avoir un débit d'eau régulier. Et sûrement ce mécanisme était doté d'un régulateur commandant la vitesse du débit de l'eau. Donc il s'agit là d'un système très compliqué, ingénieux, dont on ne connaît aujourd'hui que quelques données. Donc il faut multiplier les études pour appréhender davantage ce principe et le valoriser à travers des expositions in situ et bien entendu la restauration des vestiges qui en restent. À l'occasion de l'exposition du Maroc médiéval organisée au Musée Louvre à Paris en 2015, il y avait un essai de reconstitution du système. Les spécialistes ont pu quand même restituer au moins la façade et l'exposer avec des textes explicatifs bien sûr de cette horloge ingénieure. Bien sûr, le système est compliqué et ça montre le degré que les scientifiques et les ingénieurs qui étudiaient effectivement à la Qarawiyyin, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire. Oui, alors Monsieur Aqsbi, que proposez-vous pour préserver ces madrasas? Il faut restaurer ce patrimoine qui est déjà fait, heureusement, et bien fait avec des spécialistes. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr, les médersas, on attend à Fès, ils ne peuvent pas être toutes des lieux de visite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Mais il faut leur donner de la vie.
Il faut qu'il fonctionne autrement peut-être, Absolument. qu'il contribue au développement local. Il faut trouver un système de maintenance et d'entretien à ces monuments-là. Ils sont très importants, ils sont considérés comme des documents historiques. Là, à travers ces médersas, à travers la décoration, à travers l'organisation spatiale, à travers la fonction historique, on peut déceler plusieurs données historiques qui nous manquent peut-être dans les sources historiques écrites. Merci beaucoup, Monsieur Mounir Aqsbi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et d'archéologie à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah et ex-inspecteur des monuments historiques à la ville de Fès. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Chaîne Inter et à la semaine prochaine.